Salut, c'est Wassim et bienvenue à vous dans un nouveau numéro d'Afterlife Labs. Récemment, les Gilets jaunes en France et l'affaire George Floyd aux États-Unis ont remis sur le devant de la scène le débat sur les violences policières, c'est-à-dire les actions violentes conduites par des policiers envers d'autres personnes hors du cadre défini par la loi. Et il y a une réalité qui devient de plus en plus évidente, c'est que les policiers ne disent parfois pas toute la vérité. Au moins 3 grands services de police américains ont été pris en flagrant délit de mensonge ou d'omission au cours des dernières semaines, et ce, grâce à des séquences vidéo qui ont été uploadées sur internet. Prenons 3 exemples qui sont assez parlants. Tout d'abord, la police de Minneapolis a d'abord déclaré au public que George Floyd avait résisté à son arrestation et qu'il était décédé après un incident médical lors d'une interaction avec la police. Deuxièmement, la police de Buffalo a déclaré qu'un manifestant de 75 ans qui a subi des lésions cérébrales a simplement trébuché et chuté. Et puis la police de Philadelphie a allégué qu'un étudiant qui avait subi une grave blessure à la tête avait d'abord agressé un officier. Ça, c'était la version officielle, jusqu'à ce que des preuves remontent et démontrent que ces déclarations effectuées par la police sont tout simplement fausses. Auparavant, on était dans une configuration parole du policier contre parole du suspect. Maintenant, la parole du policier ainsi que celle du suspect sont toutes les deux confrontées à la réalité des vidéos, qui sont souvent filmées par des passants ou par d'autres manifestations qui étaient présents lors de l'incident. Et c'est ainsi que les vidéos qui ont remonté récemment ont fini par montrer que, tout d'abord, George Floyd n'a pas résisté à son arrestation. La police de Minneapolis a omis de mentionner le genou qu'un officier a placé sur son cou pendant près de 9 minutes. Pour ce qui est du manifestant de 75 ans, il a en fait été poussé par des policiers, il a été poussé violemment au sol et personne ne s'est arrêté pour l'aider. Il est ensuite resté allongé, inanimé, alors que du sang s'écoulait de son oreille. La bande vidéo est disponible et chacun peut la regarder et s'en faire sa propre opinion. Et enfin, pour ce qui est de l'officier de Philadelphie, il a été vu en vidéo frapper un étudiant de 21 ans à la tête et au cou avec une matraque en métal. Cet étudiant a été libéré après que les procureurs ont vu la vidéo et décidé de poursuivre le policier à la place de l'étudiant. Sauf que ces retournements de situation n'auraient probablement pas eu lieu si ces vidéos n'avaient pas réussi à remonter et qui n'avaient pas réussi à atteindre les procureurs ainsi que le public. Et c'est là que je pense que les géants du web, les GAFA, ont une carte à jouer. Les manifestations et les troubles de la semaine dernière ont produit d'énormes volumes de vidéos qui documentent cette brutalité policière. Mais où est la plateforme pour que ces preuves importantes soient collectées, rassemblées et rendues publiques ? À l'heure actuelle, les géants du web déploient leurs immenses ressources informatiques et leur catalogue de produits pour répondre à une myriade de consommateurs, d'entreprises et de plus en plus de besoins gouvernementaux et militaires. Le streaming vidéo, le stockage illimité sur le cloud, la puissance de calcul, l'analyse d'images grâce à l'intelligence artificielle, l'indexation et le tri de flux de données complexes sont des services déjà offerts par les géants du web pour de multiples cas d'usage et pour de multiples industries. Mais la documentation intelligente des vidéos d'incidents violents, comme la violence policière, ne fait pas partie de ces cas d'usage. Par conséquent, la situation actuelle est chaotique. Une fois rassemblées par des témoins, les images peuvent être dispersées sur une douzaine de sites, de services et de réseaux sociaux, soumis à autant d'accords de licence et de restrictions médias. Les vidéos peuvent parfois être dépouillées de métadonnées, perdre des détails lors du réencodage ou être éditées par d'autres personnes puis réuploadées à des fins de manipulation. Ce dont la société a besoin, c'est d'un contrepoids, c'est-à-dire une plateforme sur laquelle des vidéos peuvent être uploadées librement par n'importe qui et même de manière anonyme si nécessaire. La preuve de l'origine est raisonnablement établie en se basant par exemple sur la technologie de la blockchain. Les vidéos mises en ligne sont organisées par géolocalisation et horodatage. Il faudrait également pouvoir mettre à contribution la communauté qui pourrait proposer des balises et des annotations sur ces vidéos. Et enfin, toutes ces données, toutes ces métadonnées sont systématiquement analysées et indexées sur une telle plateforme. Si on arrive à atteindre une solution pareille, ça nous permettrait de visualiser le même événement ou incident sous différentes perspectives. Car ce système ne prend pas parti et n'en a pas besoin.
il n'est pas là pour faire avancer un récit particulier au détriment d'un autre, mais pour corriger une asymétrie de ressources dans la capacité de présenter et de soutenir un récit. Alors la grande question qui se pose, c'est qui aura le courage de faire avancer le système ? Alors comme je l'ai déjà dit, aucune des capacités nécessaires à la création d'une telle plateforme n'est nouvelle ou spéciale. YouTube, Instagram, Facebook, Amazon, Microsoft ou Snapchat utilisent tous déjà les briques qui permettraient de déployer une telle solution à grande échelle. Toutefois, la construction d'une plateforme pour lutter contre la brutalité policière et la brutalité citoyenne également est un acte qui est bien évidemment politiquement très chargé. C'est une reconnaissance du point de vue selon lequel non seulement la violence d'État est un problème, mais que en plus, les entreprises privées doivent intervenir pour l'atténuer. En plus de tout ça, la réalité du marché est qu'une plateforme de suivi de la brutalité policière, aussi utile ou nécessaire soit-elle, ne rapportera probablement pas beaucoup d'argent et exposera ses créateurs à des responsabilités inconnues. Les entreprises qui s'y aventurent risquent peut-être même d'être désavantagées lors de la négociation de contrats gouvernementaux qu'on sait très lucratifs. Microsoft, Google, Amazon, Facebook et leurs semblables ont entre leurs mains certaines des technologies les plus avancées de la planète et emploient la crème des ingénieurs du marché, dont une grande partie est également très progressiste. Pour le moment, ces entreprises prennent quelques mesures ici et là. Amazon a par exemple décidé d'interdire à la police américaine d'utiliser son logiciel de reconnaissance faciale, Rekognition, pendant 1 an. Amazon demande une réglementation plus stricte sur l'usage de cette technologie. Mais l'une de ces sociétés aura-t-elle le courage d'aller vraiment au-delà et de mettre ses résultats en danger de la même façon que les manifestants mettent leur vie en danger en luttant contre la brutalité policière ou les intérêts de la population française quand il s'agit des gilets jaunes? On arrive à la fin de cet épisode, merci de m'avoir écouté. Dans les prochains épisodes, on va se plonger dans un thème qu'on n'a pas encore abordé jusque-là, celui de l'industrie automobile et de l'innovation. À bientôt sur Afterlife Labs.